Venez découvrir le goût du Tarn au travers de mes rencontres curieuses et gourmandes des producteurs du Tarn. C'est tout de suite votre émission Le goût du Tarn du côté de chez Fred sur Air d'Otan. Le Tarn est un pays riche de saveurs, riche de terroirs, de légumes, fruits, fromages, viandes, vignes, céréales, mais aussi de recettes, de bons petits plats qui mijotent, mais surtout d'histoires de vie, de parcours singuliers, de passion du métier. C'est en balade du côté de chez Fred, de chez moi, de chez vous donc. Bonjour à tous pour cette 16e émission du Goût du Tarn sur Air d'Otan. C'est du côté de chez Fred que nous rencontrons aujourd'hui deux personnages de notre territoire. David Comet, des Folies Fermières du côté de Garrigues, et Didier Donadi, qui est donc cuisinier pour la communauté de communes, et tu travailles au sein des crèches Les Bouts de Choux et Les Petits Loups. C'est ça ? Exactement. Tout un programme. Ah ouais. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec vous deux parce que en fait, il y a une action qui est menée de fournir des produits locaux aux cantines de notre territoire. Et c'est une action pilote. Aujourd'hui, on sait que la communauté de communes va se fournir chez toi, normalement, David. Donc l'idée, c'est un petit peu de voir ensemble comment cette relation peut fonctionner et surtout en savoir un petit peu plus sur vous deux, votre parcours, ce que vous avez fait, ce que vous produisez et votre façon de le voir. Donc déjà, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Dans un premier temps, j'aimerais en savoir plus et que les auditeurs en sachent plus sur toi, David. Depuis combien de temps es-tu agriculteur, exploitant, fermier, comment tu te nommes ? Moi, je me nomme artiste paysan. C'est un peu particulier, c'est un profil assez atypique. En fait, moi, suite à mes études, j'ai été professeur de mécanique au lycée agricole de Honde, dans le Nord toulousain. Et ensuite, je suis revenu dans le canton de Lavore, au lycée agricole, au très beau lycée agricole de Lavore-Flamarens, où j'ai été directeur d'exploitation pendant quelques années. Et c'est aussi là que j'ai pris mes repères dans le milieu de l'agriculture, malgré que mes parents soient aussi agriculteurs. Donc ça m'a permis de voir un petit peu toute l'ouverture d'esprit qu'il fallait avoir dans ce type de métier. Donc en fait, tu es né dedans comme Obélix et tombé dans la potion. Oui, voilà, je suis un peu né dedans. La particularité que moi j'ai pris des orientations un petit peu folles, d'où aussi le nom de Folie Fermière, c'est-à-dire qu'on va tenter ici des choses qu'on n'aurait pas tentées ailleurs. Et tout ça parce que derrière on a une sacrée équipe qui fait qu'on peut travailler vraiment en toute confiance. Donc tes parents étaient déjà agriculteurs depuis de longue date. C'est une histoire familiale qui remonte loin. Oui, voilà, moi je suis la 4e génération à vivre sur cette ferme et on a toujours été agriculteurs éleveurs, voilà, donc l'élevage on commence à en connaître un rayon, sauf que historiquement mes grands-parents eux étaient plutôt sur la vache laitière, alors que mes parents quand ils se sont installés sont partis plutôt sur du bovin viande et tout ce qui va être autour de la viande. Voilà. Après, comme toute exploitation qu'il y avait autrefois, on faisait, nous notre produit phare c'était le veau sous la mer, le veau de lait, le veau du Lauragais, mais on avait toujours quelques cochons à la ferme, quelques poulets, quelques moutons. Et le challenge que j'ai voulu essayer de mener, c'est garder ces exploitations authentiques avec tous les élevages et donc toute la complexité que ça nécessite et justement essayer d'arriver à voir si une exploitation d'autrefois peut vivre à l'heure actuelle. Et elle peut très bien le vivre, mais il faut avoir une diversification à tous les niveaux, que ce soit au niveau des produits avec la boucherie, ou au niveau des plats qu'on va préparer dans les cuisines, parce qu'aujourd'hui on est une ferme auberge, ça veut dire que tous les produits qu'on va servir ici sur Garrigues ont 51% des produits dans l'assiette qui proviennent de notre ferme et les pourcentages restants c'est des producteurs locaux, donc on a des fois des assiettes à plus de 80% made in Tarn, made in pays de Cocagne, quoi. Oui, parce que pour préciser au cas où les gens ne te connaîtraient pas, les Folies Fermières c'est aussi une ferme auberge, un cabaret que tu as monté de longue date. De longue date, oui, ça a commencé en 2013, les prémices, et après en 2015, on a commencé à faire les premiers repas avec animation, spectacle. Ouais. Là, de l'étable à l'assiette, les gens trouvent les produits, sauf le café peut-être. Et voilà, sauf le café, le sucre, le sel et le poivre.
Quand tu es arrivé ici, enfin quand tu t'es installé, donc tu étais auparavant directeur d'exploitation, mais cette décision de s'installer, c'est quelque chose qui a été naturel, c'est-à-dire tes parents t'ont transmis le flambeau comme ça, parce que parfois c'est un peu compliqué. Ah non, ça a été plus compliqué que ça. Le problème qu'il y a, c'est que moi, depuis que je suis tout petit, je voulais être agriculteur, je voulais être paysan. Et mes parents ne voulaient pas trop parce que malheureusement, je m'en suis sorti assez bien à l'école. Donc, ils m'ont mis en école de mécanique. Comme ça, ils m'ont dit, dans tous les cas, tu répareras au moins les tracteurs. Et après d'école de mécanique, j'ai fait un CAP de mécanique agricole. Ensuite, j'ai fait un bac technologique sur tout ce qui était automobile. Et ensuite, après le bac, j'ai fait un DUT génie mécanique où c'est que là, c'était plutôt l'aéronautique. Donc, toute la partie mécanique, je maîtrisais assez bien. Et après, j'ai passé le concours de prof où j'ai été prof donc de mécanique en lycée agricole. Mais ma volonté de base, elle n'a pas changé depuis le premier jour. Moi, je voulais être agriculteur, éleveur. Et ce qu'il y a, c'est que malgré que j'ai les compétences pour faire de l'enseignement, j'avais toujours cette envie, comme un peu un aimant qui me ramenait à la ferme. J'aurais été muté peut-être à l'autre bout de la France. Je pense que j'aurais revenu quand même tous les week-ends voir mes vaches parce que c'était une passion voilà, qui m'a jamais quitté, quoi. Oui, d'où le fait de quitter le confort de la vie de prof quand même. Physiquement, ça va, et à une vie qui demande des efforts 24/24 quasiment. Ah ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment une vocation. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'en fait, bon, quand j'étais prof, il y avait un certain cadre de vie, mais quand j'étais directeur d'exploitation, il y avait logement de fonction, voiture de fonction, j'avais une secrétaire, une comptable, 2 ouvriers agricoles. Enfin, j'aurais pu continuer comme ça jusqu'à la retraite, hein. Mais je veux dire, à un moment donné, la passion, elle prend le dessus, et à un moment donné, faut pas travailler que pour l'argent, faut travailler pour des convictions, pour ce qu'on a envie de transmettre aux générations futures. Moi, quand je me lève le matin et que je vais avec mon fils soigner les vaches, je suis le plus heureux du monde. Peu importe ce qu'il y a à la fin du mois, bon, il faut pouvoir en vivre, mais je pense que derrière, il n'y a pas que l'argent, il y a surtout aujourd'hui, malgré les difficultés et la crise agricole qu'on est en train de traverser, il faut vraiment arriver à remettre en avant les lettres de noblesse de l'agriculture, montrer qu'on est une profession comme les autres, voire même indispensable, parce qu'aujourd'hui, on prend l'exemple dans notre commune, il y a 50 ans en arrière, 300 habitants, ici à Garrigues, il y en avait quasiment 200 qui vivaient des métiers de l'agriculture. Aujourd'hui, on est toujours 300 habitants, sauf que des agriculteurs, en tout, il en reste 10, et des éleveurs, je suis le seul. Et ça, aujourd'hui, pour moi, c'est un choc sur lequel je voulais pas me sentir coupable. Déjà par rapport à la commune dans laquelle je vis, et en plus par rapport au fait que je suis la 4e génération, et si à un moment donné, quand on m'a donné le flambeau, j'étais pas capable de le garder, j'aurais toujours eu, je veux dire, cette tranquillité d'esprit que j'aurais jamais pu avoir, parce que derrière, cette exploitation, c'est quand même le savoir-faire de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos parents, et tout ça, aujourd'hui, on peut pas se permettre de le perdre, parce que la société a évolué de façon totalement différente de ce qu'évolue l'agriculture. C'est pour ça que le métier d'agriculteur, c'est un métier qui est particulier et qui est une vocation. C'est un métier dans lequel on accepte de travailler 7 jours sur 7, on va pas compter les heures, mais derrière, on va prendre plaisir dans ce qu'on fait, et surtout, on prend plaisir à nourrir tous les concitoyens qu'il y a autour de nous, quoi. Donc, c'est un métier passion. Est-ce que Didier, ça t'incite à une reconversion, cette passion ? C'est différent pour moi, mais c'est toujours la même passion. Lui, dans le terme de l'agriculture, moi, dans la cuisine, j'ai 55 ans, j'ai commencé la cuisine à 15 ans, donc je suis passé par un apprentissage, pas dans le Tarn, en Bretagne, à Saint-Malo, j'ai fait mon apprentissage avant de revenir sur mes terres. Mes origines, de toute manière, sont de la terre, puisque mes grands-parents étaient agriculteurs. Chez moi, ils sont agriculteurs. Donc, quand on parle tous les deux, on parle vrai, quoi. On parle de la terre. Oui. Et la cuisine, c'est quoi ? C'est de la terre à l'assiette. Oui. Donc, le cycle court est important. Savoir ce qu'on mange, savoir ce qu'on donne à nos enfants, pour moi, c'est la priorité. Pour en revenir à tes choix, donc tu me disais tout à l'heure que, parce que bon, il y a beaucoup d'agriculteurs qui font le choix de la spécialisation, c'est-à-dire une seule bête ou une seule culture. Donc pourquoi s'être compliqué la vie finalement ? Alors s'être compliqué la vie, le problème qu'il y a, c'est qu'après on pourrait être parti sur qu'un élevage bovin par exemple, ou porcin ou ovin, mais le problème qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, pour arriver à tendre vers un certain seuil de rentabilité, on va commencer à rentrer sur de la quantité. Et aujourd'hui, moi, il y a une règle de base que j'ai appris de l'agriculture qui vient de mon grand-père et qui m'a dit à un moment donné, il faut faire un choix, c'est qualité ou quantité.
Et qualité ou quantité, nous, on a préféré se compliquer la tâche, avoir plusieurs produits et travailler uniquement la qualité, plutôt qu'avoir, j'ai envie de dire, même si c'est pas péjoratif dans ce que je vais dire, c'est la ferme des 1000 vaches, où c'est que du coup, pour moi, quantité n'a jamais rimé avec qualité. Chaque système a des limites. Et aujourd'hui, moi, je préfère garder ce qu'on m'a appris. C'est-à-dire que j'ai rien inventé, j'ai juste retranscrit et remis au goût actuel un petit peu ce que m'a enseigné mon grand-père, c'est-à-dire l'agriculture d'autrefois, parce qu'autrefois il vivait extrêmement bien, c'était pénible parce qu'il n'y avait pas tous les outils mécaniques, comme je le disais, il abourravait les bœufs. Aujourd'hui on a des tracteurs presque sans chauffeur dans les champs, quoi. Donc on a eu une très très grosse évolution. Maintenant il faut savoir s'adapter aux consommateurs, voir quels sont leurs besoins et justement trouver un équilibre qui est pas facile, parce que c'est un équilibre qui est très fragile entre la rentabilité, la passion et surtout arriver à ne pas dépenser de l'énergie inutilement, parce que le gros problème de l'agriculture c'est ça, c'est qu'on déjà on travaille 7 jours sur 7, alors si en plus de ça on n'est pas efficace et qu'on n'arrive pas à la fin du mois, il y a de quoi péter un plomb, quoi. Mais bon, nous on a fait le choix de la diversification, en plus d'avoir tous les élevages, on a fait le choix d'avoir plusieurs métiers aussi, donc on est à la fois les folies fermières, moi je le résume en 3 lettres, c'est A, B, C. A comme agriculture, B comme boucherie et C comme cabaret. Voilà. Et avec ça, normalement, l'équilibre, il est trouvé. Sur un point de vue financier, par exemple, ça va être la boucherie et le cabaret qui, financièrement, vont renflouer le manque à gagner de l'activité agricole. D'accord. Parce que s'il n'y a plus aucun éleveur dans la commune, il faut se poser la question. C'est tout simplement parce que c'est plus rentable. Moi, je l'ai fait parce que je pense que derrière, il y a tout un savoir-faire que je veux transmettre à des générations futures. Et surtout, je pense que je veux être en harmonie avec la société actuelle. Et les produits que je vends sur le marché, moi, je vois des gens qui font presque des fois 30 km pour venir m'acheter de la viande, je pense que c'est une certaine satisfaction. Oui, mais ça veut dire que ça marche, quoi. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, par rapport au fait de pouvoir travailler avec M. Donadil, c'est que derrière, ce produit-là, plutôt qu'il parte à 30, 40, même cette année, on a envoyé des chapons à Paris. À croire qu'à Paris, ils n'ont pas de chapons, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et donc, du coup, c'est vrai que si on peut en plus travailler en local, parce que des fois, il y a des gens dans le local qui connaissent pas et qui savent pas qu'il y a ces produits-là, c'est aussi justement travailler cet axe de communication et montrer on est là, on est sur le territoire, on est présent. Pour résumer, tu as combien de surfaces agricoles, combien de bêtes Alors en tout, là autour de la ferme, on a une 50aine d'hectares. On a fait le choix de travailler en autoconsommation intégrale, c'est-à-dire que tous les animaux de la ferme ne consomment que les céréales de la ferme. Ça a été un choix dès le début. Donc l'exploitation agricole aujourd'hui, elle est en conversion en agriculture biologique. Voilà. Au niveau des bovins, alors avec les génisses, les velles et les vaches allaitantes, on est à peu près une 100aine. Au niveau des porcs, on essaie d'avoir un rythme de croisière à peu près une 40aine. Pour les brebis et les agneaux, c'est à peu près pareil. Et pour les volailles, on est à peu près à 700 volailles. D'accord. Donc la conversion biologique, elle est sur les céréales essentiellement ? Voilà, elle est sur les céréales dans un premier temps parce qu'il faut le temps de transférer il y a toute une adaptation à mettre en place, sachant que ça fait déjà des années qu'on travaille sur des tendances respectueuses de l'agriculture raisonnée. Je prends l'exemple des poulets, par exemple. Aujourd'hui, un poulet bio, c'est 10 poulets au mètre carré. Voilà, nous on est à 5 poulets au mètre carré depuis déjà 14 ans que je suis installé. Donc ça fait très longtemps qu'on a expérimenté. Et en fait, dans le label agriculture biologique, quand on regarde vraiment au détail, c'est un peu l'agriculture que faisaient nos grands-parents, ni plus ni moins. Sauf que plutôt que d'en mettre 10 comme font les bio, moi j'en mets que 5, c'est-à-dire que je suis un extra bio là-dessus. Mais la recette, c'est même pas moi qui l'ai inventée, c'est mon grand-père qui me l'a transmise. Finalement, ce qu'on appelle le bon sens paysan, on est en train de le retrouver par ce genre de pratiques culturelles. Voilà, c'est un peu ce que je disais à mes élèves. Je disais aujourd'hui, avant d'avoir un diplôme, il faut avoir le bon sens paysan. Est-ce que Didier, tu es sensible justement à cette démarche de conversion bio, et puis il y a le bio label et puis il y a le bio qu'on fait sans le label, hein. Est-ce que tu es sensible à ça justement, toi qui cuisines ces produits ? Ben oui, complètement. De toute manière, j'adhère complètement à son discours parce que c'est la vérité du terrain. Et pour moi, comment l'expliquer ? Je veux dire, ce qu'il produit, tout l'amour qu'il met dans ce qu'il fait, pour moi, ça me va directement droit au cœur parce que c'est ce que je veux transformer et mettre en avant à mes enfants, ce que je nourris tous les jours et ce qu'on doit transmettre à nos enfants parce que c'est l'avenir. Enfin, je sais pas. Aujourd'hui, il faut arrêter de nourrir nos enfants avec des produits qui ne savent pas d'où ils arrivent. Oui. Donc aujourd'hui, on a des volailles du terrain, du produit, du local.
On a quand même, il fait les cochons qui sont juste à côté. On a les vaches qui sont juste à côté avec des légumes. Aujourd'hui, c'est grâce à ces partenariats-là, à ces rencontres-là qu'on va réussir à fédérer autour d'un projet commun, c'est-à-dire la bonne qualité des produits. On est au pays de la gastronomie, on a les plus grands chefs étoilés au monde. Donc aujourd'hui, on se doit quand même... On en a un là, ici en plus. Exactement. Pas étoilé. Pas étoilé quand même. Tout à fait, c'est une très bonne chose. Avant d'aller plus loin, on va faire une petite respiration musicale. On va écouter Chaka Khan qui nous chante Like Sugar. À de suite sur Air d'Otan. Air d'Otan, la vie autour de vous. On se retrouve sur Air d'Otan, toujours en compagnie de David Comet, les Folies Fermières à Garrigues, et Didier Donadille de la crèche Les Bouts de Choux et les Petits Loups. Je voulais revenir vers toi justement, Didier, donc par rapport à ce métier que tu fais. Tout à l'heure, tu nous as rapidement présenté. Donc ça fait combien d'années que tu fais ce métier ? J'ai 55 ans, donc j'ai commencé à 15 ans, donc ça fait plus de 40 ans que je fais ce métier-là. Et alors, tu as toujours travaillé dans la restauration collective ? Oh non, du tout. J'ai commencé par le traditionnel d'abord. Et après, je suis venu à la collectivité. J'ai travaillé pour un gros groupe, je ne nommerai pas, pendant quelques années, qui m'a formé en termes de gestion. Et après, derrière, j'ai dit, je m'écarte de mon vrai métier. Donc, j'ai ouvert mon propre restaurant, que j'ai tenu pendant 3 ans. Je l'ai vendu, arrêté pour des problèmes perso. Et puis derrière, j'ai répondu à une annonce pour la communauté des communes et j'ai eu le plaisir de travailler, de découvrir. Je ne connaissais pas du tout le milieu des enfants, du tout. Et j'ai été agréablement surpris parce que c'est une très bonne clientèle. Oui. Ils parlent vrai. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, ils vous le diront. Oui, en général, ça triche pas. Hein. Ça ne triche pas du tout. Et pour moi, revenir vraiment à l'authentique, c'est ce qu'on dit, l'authentique. Et leur inculquer vraiment les vraies valeurs. Ce que c'est une carotte, mais une vraie carotte. Ce que c'est une pomme de terre. Ce que c'est un morceau de bœuf. Ils connaissaient pas. Oui. Ils connaissaient pas. Oui, et puis en plus, on se rend compte que nos enfants mangent parfois plus dehors que chez nous. Donc c'est important de ce qu'ils peuvent manger. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi les spécificités de justement nourrir des enfants en collectivité Chez moi, en tout cas, sur la crèche Les Bouts de Choux ou les Petits Loups, tout est fait de A à Z. C'est-à-dire que les collations du matin sont les jus de fruits avec directement fabriqués le matin. Les compotes sont maison et je cuisine tout de A à Z. Viande fraîche, légumes frais. D'accord. Ça part du lapin, donc je fais mes ballotines de volaille, je fais mes cordons bleus maison, je fais mes sautés de veau, je fais mes blanquettes de dinde, de veau, je fais la saucisse de veau. Chez moi, ils goûtent tout. D'accord. Tout. Et ça peut être, et en légumes, ça peut être de la carotte, ça peut être du pané, ça peut être, je leur fais découvrir du chou-fleur, transformé en purée, en tempura. Chez moi, ils goûtent tout, je leur fais tout, je leur fais même les pâtisseries maison, tout de A à Z. Pourquoi ? Parce que le goût, il est là. Et alors, moi, ce qui m'a toujours... parce que j'adore cuisiner, j'adore manger, ça se voit un peu. Alors, je vois la cuisine du quotidien, je cuisine à la maison, mais la cuisine du quotidien, c'est parfois difficile de se renouveler, etc. Donc, comment tu fais pour à chaque fois avoir l'envie de créer quelque chose et d'avoir envie de faire découvrir d'autres choses ? D'où te vient cette impulsion ? L'impulsion, ça vient aussi de regarder ce qui se passe à côté. Je veux dire, il y a des livres, il y a des émissions, il y a plein de choses. Et puis, c'est l'envie. Si avec l'envie, on peut tout faire. Ouais. Je veux dire, si on n'a pas la passion, si on n'a pas l'envie, on peut pas faire ce métier-là. C'est comme dans l'agriculture, c'est pareil. Et donc, l'inspiration me vient de là. Et puis, je veux dire, j'ai rien inventé non plus. Hein. Je veux dire, il y a des bases. Il y a eu des grands maîtres. Moi, je fais référence surtout à Escoffier, qui est un grand maître. Mais après, derrière, c'est la base, c'est l'envie. Tout est dans l'envie. Donc, tu es toujours à l'affût. Toujours en permanence. C'est de toute manière, c'est toujours une remise en question en permanence. C'est le signe de la passion. Quelqu'un qui est passionné, il cherche toujours à créer. Tout le temps en permanence, ou sinon on ne peut pas faire ce métier-là avec passion. Donc, est-ce que c'est toi qui choisis les produits et comment tu fais ? Moi, j'ai la chance d'être entré dans la communauté et ils m'ont laissé carte blanche. Donc, j'établis mes menus, je gère mes achats et donc j'ai vraiment carte blanche sur tout. Donc, bien sûr, je rendais compte, ce qui est normal, mais
Et j'ai cette faculté, cette chance-là. Donc, je établis mes menus souvent sur 5 semaines. Je travaille avec mon fournisseur. Et donc, à partir de là, que ce soit mon maraîcher et tout, on discute ensemble ce qu'il va avoir comme produit. Je discute avec mon boucher ce qu'il va avoir comme produit, ce que je peux faire. Et après, à partir de là, je pose mon menu équilibré sur 5 semaines. Donc, si je mets une crudité, ça peut être après un plat chaud, je vais mettre un laitage. Enfin, il faut composer un menu équilibré. D'accord. Et alors, la notion de circuit court qui est chère à nous tous autour de la table et à la communauté de communes aussi, circuit court consommé local, c'est quelque chose dont tu as toujours eu la préoccupation ou c'est nouveau ou c'est quelque chose que tu veux mettre en place Non, pour moi, c'est pas nouveau, puisque comme je disais auparavant, je suis quand même d'un milieu agricole. Donc, pour moi, le circuit court, j'ai connu le cochon à la ferme, j'ai connu les volailles à la ferme, j'ai connu le veau, la vache, donc je sais ce que c'est. Donc, pour moi, c'était important. Et je m'en suis échappé en travaillant dans une collectivité. Et c'est pour ça que j'ai dit... Je reviens au vrai, quoi, au local. Et pour moi, c'est primordial et c'est vital. Donc, le circuit court, pour moi, c'est vital. Arrêtons d'aller chercher des produits qui arrivent du Chili, de l'étranger. J'ai rien contre. Alors que nous avons nos exploitants, nous avons nos agriculteurs à côté qui se meurent, qui travaillent magnifiquement bien. Je veux dire, ils font des heures, et puis on va chercher à des kilomètres alors qu'on a ce qu'il faut à côté. Et tu connaissais David Comet et les Folies Fermières ou c'est une découverte ? Ah non, c'est pas une découverte, il est connu mondialement, donc donc qui ne il est connu pour son pas de danse. Surtout. Non, je plaisante. Oui. Non, je plaisante. Non, c'est pour ça. Je connaissais. On se connaissait pas vraiment, mais je le connaissais par les émissions, par l'actualité, par les journaux. Et là, j'ai fait vraiment une belle découverte parce qu'on parle le même langage. Donc lui encore plus que moi, peut-être plus passionné, mais quoique moi je suis un passionné aussi donc dans ce que je fais. Donc tu as fait le tour avec lui de l'exploitation, tu as discuté un petit peu de ses façons de produire. Qu'est-ce qu'il en ressort selon toi ? Il en ressort qu'on est dans la même démarche, voilà. Je veux dire, je pense qu'on a moyen de faire quelque chose ensemble et il est important de faire quelque chose ensemble parce que on sait d'où vient le produit, quoi. On sait comment il travaille. J'ai vu. Là, on touche à la terre, on touche vraiment au produit. Donc, à partir de là, on peut tout faire. Hein. Quand on a des produits nobles, on peut que mieux les transformer. Hein. Et David, toi, pourquoi te mettre dans cette démarche-là ? Parce que finalement, les clients quand même viennent à toi, tu as une activité qui fonctionne quand même, comme tu nous l'as dit. Donc pourquoi te mettre dans cette démarche spécialement ? C'était pas forcément une nécessité vitale ? Ah non, c'est pas une nécessité vitale, mais c'est une nécessité, éthique. Ouais, éthique, voilà, c'est ça. Je pense que c'est vraiment le mot, parce que derrière, en fait, moi j'ai pu le voir dans mes années d'enseignement ou même quand j'étais directeur à lycée agricole. Aujourd'hui, il y a le côté local qui est très important, et là où c'est que je rebondis sur ce que disait le cuisinier, c'est que derrière, il faut aussi éduquer les futures générations à ce que chaque produit correspond à une saison. Voilà. Moi, par exemple, on prend les chapons qui se font spécialement pour les fêtes de fin d'année. Moi, j'ai des personnes qui étaient ici dans des gîtes qui m'ont commandé des chapons, qui sont venus me voir au mois d'août pour me dire, vous avez pas un chapon là ? J'ai dit non, les chapons là, ils sont pas là encore. Hein. Voilà. Il y a tout ce côté saisonnalité et où on doit transmettre un savoir-faire et surtout expliquer aux enfants que voilà, un produit correspond à une saison. On peut pas manger des fraises à Noël. Enfin, il y a des choses qui sont tout à fait incompatibles. Et ça, aujourd'hui, c'est le travail à la fois du cuisinier, parce que lui, il est en contact direct avec les enfants. Nous, à la ferme, s'ils veulent remonter un peu la filière, on est ferme pédagogique, on peut leur présenter un petit peu nos méthodes de travail. Et derrière tout ça, expliquer à ces enfants-là que le lait, il sort pas de la bouteille tout seul, il est à la vache. Pour arriver que la vache puisse le produire, il y a toute une histoire derrière. Et toute cette partie pédagogique, moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est que surtout le programme éducatif, si ce n'est hormis les lycées agricoles, aujourd'hui, la partie agricole, quand on fait les classes générales, on le connaît pas forcément. Et ce bon sens paysan, on a l'impression qu'aujourd'hui, il est un peu passé aux oubliettes. Et c'est dommage parce que du coup, les élèves et les enfants en général, ils ont l'impression qu'ils ont droit à avoir accès à tout et à tout moment.
Et aujourd'hui, ça fait une confusion dans leur esprit, où c'est que quand ils vont pas arriver à avoir un produit au moment où ils veulent, eh bien, ils ont l'impression que c'est un drame. Alors qu'en fait, c'est tout simplement la nature qui dit c'est pas le bon moment de donner ce produit. Et ça, aujourd'hui, le cuisinier, c'est lui qui le sait mieux que tout le monde. Nous, on travaille tous les jours avec la nature, les vaches, tout ça. Les vaches, les semis, on va pas, il y a une certaine période pour les faire, les récoltes, il y a une certaine période. Mais parce qu'on travaille tous les jours avec la nature, on en oublie l'essentiel. Et on en oublie l'essentiel dans le sens où on se sent, on comprend pas pourquoi il faut aller l'expliquer aux autres personnes. Moi, j'ai demandé comme ça, quand j'ai fait mes visites pédagogiques à la ferme, je leur dis par exemple, à votre avis, combien produit de lait une vache par jour? Mais j'ai des gens qui me répondent 200 litres. Mais j'ai dit, mais attendez, non mais 200 litres, réfléchissez quoi. Une sacrée vache. Non mais voilà, non mais les gens n'ont plus la notion en fait. Voilà, alors donc il faut, et c'est des éléments de base, c'est des questions que mon fils de 10 ans il le sait quoi. Parce que bon, quand il fait la traite avec moi des vaches, de temps en temps quand les veaux ils finissent pas le lait, quand il voit qu'on a tiré 20 litres, je peux vous dire déjà, il sait comment ça se passe. Je vais rebondir sur ce qu'il dit. Est-ce que vous trouvez normal que quand on fait le tour, quand sur des menus scolaires ou d'enfants, on trouve de la tomate en hiver? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de goût, enfin, ou du concombre. Enfin, travaillons avec les saisons. Et pour moi, c'est vital. Enfin, c'est un incontournable. Et on en trouve encore. Et est-ce que c'est normal qu'on trouve des tomates bien lisses l'hiver? Pour moi, non. Il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a la grande distribution de par ce qu'elle offre à voir, voilà, et en même temps ça a été aussi un progrès, à un moment, la grande distribution. Effectivement, il y a un peu de désinformation. On se dit on peut tout trouver maintenant, et voilà. Donc là, la semaine dernière, j'étais chez Rémi Vigneault, donc ces fraises, elles sont pas encore là, et pourtant on en trouve déjà. Voilà, donc chez moi, vous en trouverez pas. Mes enfants, ils en mangeront pas pour l'instant. Oui. Pas chez moi. Bon, ils trouveront pas de la tomate encore. Je voulais te demander, justement, parmi tes produits, qu'est-ce que tu pourrais proposer, là, attention, c'est un exercice un peu périlleux, qu'est-ce que tu pourrais proposer à Didier pour qu'il le cuisine pour les enfants? Nous, notre spécialité ici, c'est vraiment le veau sous la mer, le veau depuis Laurent. Et alors, j'insiste dessus parce que c'est le veau du Lauragais qu'on appelle, sur un point de vue un peu plus local. C'est une spécialité locale. Et là-dessus, j'insiste parce qu'aujourd'hui, par rapport aux produits des terroirs, je pense qu'il faut être en mesure d'attacher un produit à son territoire. Aujourd'hui, l'aïros de Lautrec, il est fait à Lautrec. Voilà. La moutarde de Dijon, elle devrait être faite à Dijon. Même si on la trouve ailleurs, la vraie moutarde de Dijon. Et aujourd'hui, le veau du Lauragais, il est dans le Lauragais. Alors moi, je dis ça parce que du coup, moi, j'ai mon beau-père qui est dans le Ségala, et lui il fait le veau du Ségala. Moi je fais le veau du Lauragais. Bon, mais quand on discute et qu'on mange, chaque fois c'est la guéguerre, c'est de bonnes guéguerres. Hein. Mais du coup, c'est des débats qui sont super intéressants parce que chacun a une spécificité locale. Il y a un territoire qui permet d'avoir ce produit-là et pas un autre, un terroir. Et chaque produit doit être attaché à son territoire. C'est ce qui fait aussi que la France, elle en est là aujourd'hui. Parce que si on est un des premiers pays touristiques au monde, c'est parce que quand les touristes viennent ici, ils veulent dans chaque territoire trouver le produit qui correspond. Et ici, en pays de Cocagne, je pense qu'on a énormément de produits à mettre en valeur, certains même qui sont passés aux oubliettes. Voilà. Et aujourd'hui, notre travail entre producteurs et cuisiniers, le fait de le remettre vraiment au goût du jour, je pense que ça fait aussi partie du challenge. Alors, pour revenir sur votre question, que je n'ai pas oublié, le produit phare donc que j'aurais aujourd'hui envie de proposer à Monsieur Donadil, ça va être tout ce qui va être le sauté de veau, qu'ensuite, lui, avec son talent de magicien, on va lui demander de la cuisine, il va pouvoir faire des petits plats parce que c'est quand même un produit qui est relativement noble, parce que c'est du veau sous la mer, c'est du veau qui est élevé jusqu'à l'âge de 5 mois et demi au pied de la mer. Donc 80% de l'alimentation, ça va être du lait. C'est une viande qui est extrêmement tendre et c'est pour ça que je lui préconise ça, parce que vu que c'est des enfants, le fait d'avoir une viande tendre, ça va faciliter quand même pas mal de choses. Alors attention Didier, là, exercice imposé avec ce veau sous la mer et ce sauté de veau. Qu'est-ce que tu peux nous proposer comme recette? Je t'écoute. Voilà, tout simplement un sauté ou une blanquette. De toute manière, on part d'un produit noble, donc on va en faire un produit noble, une recette noble, je veux dire. Donc derrière, si on l'agrémente avec des carottes, des champignons, et derrière qu'on va le laisser cuire avec un petit bouillon tranquillement, on va juste à la fin le crémer, on va le laisser cuire tranquillement, le crémer à la fin, accompagné avec un petit riz, ou alors des pâtes du coin, tout simplement, et terminé. Mais il faut... Une cuisson lente? Ah oui, complètement. Moi, je suis pour la cuisson lente. Il faut arrêter d'agresser le produit. Pourtant, c'est ce que j'ai appris. Avant, d'abord, on saisissait le produit, mais quelque part, on l'agressait. Donc, aujourd'hui, il leur faut donner une cuisson lente. Donc, on monte le bouillon d'abord. La base, c'est monter le bouillon. On fait revenir nos légumes, on monte le bouillon. Et après, à la première ébullition, on incorpore notre viande dedans. Et le produit ne sera pas agressé.
C'est-à-dire la viande ne va pas se rétracter, elle va rester tendre. Et elle va cuire tout doucement. Et c'est pareil, je vois son veau, on peut faire très bien, moi je fais des paupiètes de veau. Donc avec une paupiette de veau, c'est très très bien. Une escalope de veau pané, de l'œuf, un peu de farine, la chapelure, clac, à la poêle, tout simplement. On la citronne légèrement pour lui donner cette petite acidité. Et c'est tout simple. La cuisine, c'est simple, c'est basique. Alors, une dernière question. On est obligé d'avoir moins de 3 ans pour venir manger à la cantine? Oui, c'est vital. Parce que là, tu nous as donné l'eau à la bouche. Et malheureusement, on a passé l'âge. Hein. Ah oui. Bien qu'on soit des beaux bébés. Oui, exactement, tout à fait, oui. Bon, je vous remercie à tous les deux, en tout cas, d'avoir partagé ce moment avec moi. Et puis, je vous dis à une très prochaine. Merci beaucoup et j'espère que ça va être le début d'une grande aventure. Autant pour moi parce que c'est vrai que c'est un peu les prémices d'un partenariat avec la communauté des communes et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres producteurs qui pourront se joindre à nous dans cette aventure. À bientôt Didier. Merci beaucoup à vous et puis en même temps, je voulais remercier David parce que vraiment ça a été une très très belle rencontre. Vraiment, on a échangé et on s'est retrouvés sur beaucoup de choses. Très bien, à bientôt sur Air d'Otan et passez une très bonne journée.